Jean-François, bonsoir. Bonsoir Tu Eric. présides Médecins du Monde depuis plusieurs années et ton engagement à Médecins du Monde est assez ancien. Ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est, d'après toi, euh, comment peut-on le mieux possible lutter contre les inégalités de santé à travers le monde pour que toutes les populations, y compris les plus discriminées, les plus marginalisées, aient accès aux services essentiels? Alors c'est vrai qu'il y a tout intérêt pour tout le monde à ce que dans chaque pays, il y ait un accès à la santé qui soit de bonne qualité, parce qu'on le voit sur de nombreuses pathologies, notamment les grandes pandémies, hein. Aujourd'hui, un phénomène sanitaire type épidémie dans un pays pourra avoir des répercussions sur l'ensemble de la planète. Donc on a tout intérêt à ce que, et dans la lutte contre les inégalités, tout le monde ait un certain niveau d'accès aux soins de qualité. Ça renvoie à des principes de santé publique qui est que plus l'état de santé au sein d'une population a un écart en termes d'accès aux soins, plus l'état global de santé de cette population sera mauvais. Donc, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, il faut pouvoir créer les conditions d'échange, de savoir, de pratique entre les différents États, avec une coopération à la fois politique, sanitaire, économique. On est dans un contexte difficile aujourd'hui. La baisse des financements de l'USAID annoncée par M. Trump met en difficulté ce multilatéralisme. Ça se traduit aussi par une baisse de près de 50% de l'aide publique au développement des Européens. Et donc, on est quand même dans un contexte où la notion de solidarité internationale qui guide la lutte contre les inégalités à l'échelle internationale est quand même en difficulté aujourd'hui. Donc, on a tout intérêt, il me semble, aujourd'hui à pousser pour que cette solidarité internationale qui a pour vocation de lutter contre les inégalités soit portée par des politiques volontaristes, par des moyens, au fond, une volonté de faire en sorte que la santé soit un bien commun. Mais après tout, on n'a pas tiré les leçons des pandémies qu'on a connues récemment. Je pense à la Covid-19, mais aussi à Ebola, qui incitait à investir plus et mieux dans les systèmes de santé et des systèmes qui soient accueillants pour tous et toutes. Absolument, on a vu des décalages se créer, notamment au moment du Covid, des formes de prédation, je dirais, aussi de certains États vis-à-vis d'autres, et un écart qui s'est creusé entre, on va dire, le nord et le sud global, notamment en matière d'accès à des masques, hein. On a vu comment c'était difficile et comment même les pays européens se sont battus entre eux pour avoir accès aux masques. Et puis bien sûr aussi la question de l'accès au traitement, qui a été aussi particulièrement difficile parce qu'il coûtait assez cher. Et puis bien sûr la vaccination. On a vu une guerre notamment en termes d'accès à des vaccins produits par le Nord et qui étaient notamment accaparés, on va dire, par plutôt l'Occident, alors que les pays du Sud ont dû se contenter, on va dire, de certains vaccins, notamment produits par la Chine ou par la Russie, qui étaient un peu moins performants, mais qui ont quand même permis de sauver des vies, et surtout qui a permis à certains pays, je pense pays africains, de pouvoir produire eux-mêmes leurs vaccins pour être autonomes et pas dépendre d'autres pays. Donc, ce que nous a appris le Covid, entre autres, c'est la nécessité de penser des réponses à l'échelle internationale, d'avoir des politiques d'anticipation, de prévention de risques, notamment de catastrophes sanitaires, qui soient anticipées, et donc qu'on puisse avoir un mode de gouvernance où on puisse aussi revoir ce qu'on appelle l'écosystème, on va dire, de financement, alors de l'action humanitaire bien sûr, mais surtout on va dire des partenariats et du développement à l'échelle internationale, où il y ait plus de contributeurs, où on ait moins une prédominance de quelques pays, notamment occidentaux, qui de fait vont politiser ensuite les financements en lien avec la santé mondiale. Voilà, il faut, il me semble, créer les conditions pour qu'on ait plus de financement, une gouvernance où il y ait davantage de partage de pouvoir et des décisions à l'échelle internationale qui soient mis en avant. On a fait des gros progrès au cours des dernières années en matière de maladies infectieuses, même si on a fait des progrès. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint le succès. On n'a pas éradiqué les pandémies de tuberculose, de VIH, de paludisme, etc. En revanche, on est très en retard dans deux domaines, les maladies non transmissibles, qui progressent considérablement, et puis aussi en matière de santé mentale. Euh, qu'est-ce
comment on peut les remettre en haut des priorités? Ouais. Alors 2 choses, Eric, tu le sais aussi bien que moi, même s'il y a eu des énormes avancées sur, la lutte contre le VIH, les annonces de coupes de financement notamment de Une monsieur catastrophe. Trump, c'est une catastrophe. C'est des morts en plus, on le C'est sait. des milliers, voire des millions de gens qui vont mourir. Donc, on a tout intérêt à prendre le lead ou en tout cas relancer une dynamique internationale en matière de financement pour la lutte contre le VIH, pour les populations stigmatisées, LGBTQI+, pour les migrants, pour le droit des femmes. Tout ça, c'est en péril aujourd'hui et c'est pas dans des pays, on va dire, autoritaires totalitaires, ce sont dans des pays aussi occidentaux, européens, où il y a une pression des populismes qui mettent en difficulté ces projets. Et donc, c'est des milliers de morts. Et sur ça, il faut vraiment être vigilant. Des milliers de morts aujourd'hui et demain. Ensuite, sur ta deuxième question, oui, il ne faut pas opposer les maladies infectieuses aux maladies chroniques non transmissibles, telles que le cancer, qui explose, y compris dans nos propres sociétés, parce qu'il est en lien avec un vieillissement de la population, mais aussi corrélé à des nombreux exposomes dans le champ de la santé environnementale notamment, tout ce qui relève des maladies cardiovasculaires, du diabète et bien sûr des questions de santé mentale. Donc, il ne faut plus opposer ces deux types de maladies et vraiment faire un lien, selon une approche d'ailleurs ou en health, où il y a un lien entre la santé des hommes, des animaux, un écosystème. Il faut aussi considérer que ce n'est pas le curatif uniquement pour les pays riches Non, et le préventif que pour les bien pays sûr. pauvres. Ça a été souvent ça qui a inspiré et qui a guidé les programmes internationaux en matière de soutien à des pays, on va dire, dits du Sud. Donc, il va falloir renforcer la capacité, certes, de travailler sur la prévention, mais faire en sorte que le curatif accède à tout le monde. Et donc, dans ces conditions, il y a plusieurs niveaux, évidemment. Travailler sur l'ingénierie, les infrastructures, renforcer aussi les financements autour de la production de savoir avec beaucoup plus de partenariats dans le champ de la recherche, mais aussi former davantage de chercheurs, de soignants dans les pays concernés, essayer de limiter leur fuite vers d'autres pays parce que leurs conditions de travail ne sont pas forcément toujours faciles. Donc, il y a aussi un énorme enjeu sur le côté ressources humaines sur lequel il faut travailler. Pourquoi ce qui a motivé l'engagement de très grands noms et puis de nous deux il y a 35 ans, cette idée qu'on pouvait porter une solidarité en matière de santé, aujourd'hui, ça n'a pas l'air de motiver grand monde. Bah, tu sais comment, Eric, aujourd'hui, on est face à des populismes qui opposent plutôt que rassemblent, y compris en Occident, y compris aux États-Unis, y compris en Europe. Ce sont des idéologies qui ne comptent plus sur les organisations comme les nôtres pour être des relais de soft power. Et la santé mondiale est aussi un enjeu de géopolitique et de soft power. Et ils ne veulent plus s'appuyer sur les ONG comme les nôtres ou les organisations supranationales ou les agences des Nations Unies parce qu'ils considèrent que le droit des femmes, des minorités, des migrants, des LGBTQI+, des patients atteints de sida n'est pas forcément une priorité pour eux. C'est une forme voilà, de stigmatisation assumée dans une idéologie populiste assumée. Je pense que aujourd'hui, le combat, il est dans le fait de lutter contre ce qui représente, de mon point de vue, une régression démocratique, parce que la stigmatisation, c'est une régression démocratique, et le fait de pouvoir couper autant de financement aussi radicalement, ça engendre, on l'a dit, des milliers, voire des millions de morts. Ça engendre aussi des plans sociaux et beaucoup d'organisations internationales qui vont disparaître, beaucoup d'ONG. Ces organisations, c'était les contre-pouvoirs dans le champ de démocratique. Et donc, les faire disparaître, c'est une régression démocratique. Il faut se battre pour des valeurs de démocratie aujourd'hui à travers la question de la santé mondiale.